Comme d'habitude, c'est à Limoges, en plein cœur du pays limousin, que les meilleurs enduristes mondiaux se sont donné rendez-vous pour la 4e édition de la Gilles Lallet Classique qui s'annonce une fois encore comme la course la plus dure du monde. Depuis sa création en 92, la GLC n'a jamais fait machine arrière et ses finishers sont de moins en moins nombreux chaque année. 22 en 92, 15 en 93, 9 l'année dernière. On ne sait pas ce que leur réserve l'enfer du Limousin pour cette 4e édition. Les stars, elles, sont évidemment toutes là, de Johnson à Edmondson, en passant par une impressionnante armée suédoise, ainsi que quelques pointures internationales comme Nicoli, Edendal, Alfie Cox ou Von Zitzewitz, et puis tous les Français, plus motivés que jamais. J'arrive à la Gilles Lallet motivé, mais bon, peut-être que l'enfer du Limousin va peut-être me calmer rapidement. Mais en tout cas, bon, on a fait des tests de machine, tout marche très bien, j'ai fait quelques reconnaissances, donc bon, tout est a priori en place, mais peut-être qu'on va être vite calmé, je sais pas du tout comment ça va se passer. Quels sont vos adversaires principaux pour cette... C'est le ski roll. Vous le connaissez pas, mais je pense que à une certaine époque, il n'était pas si fort que ça, mais maintenant il commence à être pas mauvais. Bon, vous êtes bien gentil. Il y a des mauvaises langues qui critiquent toujours, que c'est un coup de chance ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est difficile d'avoir un coup de chance sur la Gilles Lallet. Je pense que l'épreuve, c'est une preuve à longue haleine et il faut être en forme pour gagner. Bon, l'année dernière, j'ai gagné, j'étais en forme. J'ai refait exactement le même entraînement et j'arrive dans les mêmes conditions. Pas de secret de préparation? Non, pas de secret. J'ai rien fait cet hiver. Jusqu'à 11 h vendredi soir, les contrôles techniques vont accueillir les 230 engagés de cette 4e édition. Ambiance bon enfant, même si la tension est d'un seul coup montée d'un cran. On peaufine, on vérifie sans cesse les mêmes choses. Assurément, on est déjà dans la course. On cherche à régler. Voilà, le Limousin, la Creuse. Ils vont en parler, puis on attend. Ouais. Allez, on mange. On peut y aller là? Allez, C'est prêt? c'est tout prêt. Ah, je me suis alors. C'est tout prêt, on est déjà. Oh, ah, bah, il y a Néné. Bon appétit alors. Merci. Poulet à la crème, tomates farcies, avec du riz et des pâtes. Après la neige en 93 et le grand bleu de 94, c'est une pluie incessante qui va accompagner les concurrents cette année tout au long du parcours. La course la plus dure du monde dans des conditions extrêmes, voilà un cocktail dont plus personne ne doute la veille du départ. « 6h30 samedi matin, les top inter tentent de se projeter dans un futur proche, mais les visages sont tendus au départ de Limoges. Même si tous ont suivi un entraînement particulier depuis plusieurs mois pour cette épreuve, même si tout le monde est au top de sa condition, à la Gilles Lallet Classique, plus que n'importe où ailleurs, tout se joue sur une seule journée de course et les meilleurs enduristes savent mieux que quiconque que l'erreur n'est pas permise. « 4 par minute et accompagné d'une pluie qui ne cessera pas durant toute la matinée, les 230 concurrents s'élancent de la place de l'Évêché pour une sélection de 200 km qui ne retiendra, au terme de 5 CH et de 4 spéciales chronométrées, que les 40 meilleurs pilotes inter et les 60 premiers nationaux pour la boucle finale autour du lac de Vassivière. Allez, Jacquet!
Comme prévu, les temps de passage des premiers contrôles horaires sont larges. On quitte calmement la plus grosse agglomération limousine pour s'enfoncer progressivement dans le cœur de la région. À Saint-Léonard-de-Noblat, tout le monde est en avance, les mécaniques se rôdent, la pression retombe un peu et les choses sérieuses vont enfin pouvoir commencer. Cette année, les organisateurs avaient particulièrement soigné le parcours d'assistance qui ne quittait pas les principaux axes routiers du Limousin. Ainsi, les accès au CH et aux différentes spéciales étaient des plus aisés. C'est juste après ce contrôle horaire, dans le deuxième tronçon de cet enduro de sélection, à Châtenay-le-Dognon précisément, que les pilotes vont être confrontés à leur premier chrono. C'est ici la seule spéciale en ligne de cette 4e édition, une ligne assez rapide, mais impérativement sans danger pour les pilotes. Dans cette première spéciale, c'est Christian Boulet qui va signer le meilleur temps, aux alentours de 4 minutes 15, devant l'inépuisable Sven-Erik Johnson. Esquirol, lui, joue placé alors que Peter Hansel tombe dès les premiers virages, s'ouvre la main droite sur une pierre, mais continue. Cette course compte énormément pour lui, c'est même une de ses priorités. Et cette année, il vise le podium malgré le pari un peu fou qu'il a lancé, terminer la GLC et faire le Touquet dans la foulée. C'est donc sous des trompes d'eau que les concurrents évoluent. Autant dire que les conditions de course ne sont pas optimales et que plus encore que les années précédentes, l'expérience va jouer un rôle capital tout au long de cette 4e édition. J'étais déjà cassé l'année passée à ce moment-là. Donc ouais, c'est déjà très sélectif. Il y a une grande descente à un moment où il y avait des problèmes, il y a déjà un moulard, où c'est déjà délicat. Et puis de partout, à part sur les morceaux de route, tout le reste c'est hyper technique et vraiment hyper droit. C'était bien. Enfin, ça roulait, ça glisse à fond, mais il n'y a rien de dur, donc pour l'instant c'est bon. C'est impeccable, c'est le temps idéal, on va se faire plaisir. Le terrain c'est une vraie éponge, qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, donc c'est tout bon. Et la spéciale de Bourganeuf, là ça va être dur je pense. Allez les enfants, à tout à l'heure. Salut. Ouais. Le dernier qui va passer, il va être mort. Pas de répit côté météo, la pluie tombe encore et toujours plus lorsque les premiers pilotes attaquent les spéciales banderolées de la matinée. D'abord à Bourganeuf où le tracé très technique ne posera aucun problème majeur, ensuite à Saint-Julien-la-Brégère pour finir à Perral-Château.
3 épreuves chrono, c'est Cyril Esquirol qui va se montrer à chaque fois le plus entreprenant et surtout le plus rapide. À la fin de cet enduro de sélection, déjà copieux, il signe le scratch devant Paul Edmondson qui étrenne sa 250 gaz-gaz, Stéphane Peter Hansel, Sven-Erik Johnson, David Frétinier et Eric Bernard. La hiérarchie mondiale est à peu près respectée, celle de la GLC l'est en tout cas pour le moment. Côté nationaux, c'est le revenant Jean-Luc Fouché qui s'impose. Il faut dire que Monsieur Supercross s'est juré de venir à bout de la boucle finale cette année. Il ne pense même plus qu'à ça depuis des mois. Le résultat est là, la Fouche est visiblement très motivée. Suivre la boucle finale de cette 4e édition de la Gilles Lallet Classique. Nous attendons maintenant dans moins d'une demi-heure l'arrivée des Dinos. Bien entendu, le leader incontesté de cette journée, c'est Cyril Esquirol, qui porte la plaque numéro 1. Le numéro 2, c'est celui qui avait gagné les 2 premières éditions, c'est le Suédois Sven-Erik Johnson. Le numéro 3, Alain Ollier. Le numéro 4, c'est Laurent Charbonnier. Le dernier contrôle est encore assez large pour les inters qui vont pointer avec 5 ou 6 minutes d'avance. On roule groupé, on fait surtout très attention à ne pas commettre d'erreurs car le tracé est hyper glissant, notamment dans tous les secteurs rocailleux. Il faut aussi penser à s'économiser car l'après-midi risque d'être plus longue que prévu si les conditions météo se maintiennent. La pluie s'est enfin arrêtée lorsque les premiers concurrents rejoignent la place de Péral-Château, mais les traces laissées par cette matinée vont peser lourd. Là, on pointe à son heure et on dispose ensuite de 15 minutes de mécanique pour remettre les motos sélectionnées en condition pour la boucle finale. On a le droit de pointer en arrivant ou quoi? Ou faut attendre son heure? Non. Il faut attendre qu'on me dise le numéro 2, parce que tous les mecs qui font ça, c'est passé comme une flèche. Les cartons comme les hommes sont trempés, mais les résultats tomberont à l'heure. Ça 15 minutes. En attendant le départ de l'après-midi, les officiels bichonnent la mécanique. On soigne les pneumatiques, les filtres et l'étanchéité des motos. À la fin de cet enduro de sélection, pas de surprise de taille. Toutes les grosses pointures sont au rendez-vous. Le moral est assez bon, même si certains s'inquiètent un peu des difficultés à venir. Putain, merde. Qu'est-ce qui se passe là? You're 5 minutes of that, check. Yeah, 5 minutes and well for this guy. 3 minutes of the last one. You know what's 5? It was raining the whole day, so it is much water in the wood and it's going to be very slippery in the evening. Water everywhere. Yeah, it's very wet. It's raining a lot there, and I think it's going to be a big problem now in the hills here. So. Je suis tombé, je me suis ouvert à l'intérieur de la main là, donc c'était pas terrible pour commencer. Et puis en plus on a eu vraiment la pluie du début de la matinée jusqu'à maintenant. C'est vrai que les conditions sont vraiment extrêmes, mais ma foi, ce sera pour tout le monde pareil et on essaiera de faire le maximum avec les conditions météo.
Vers 14h45, le public quitte la place de Péra pour se rendre au départ de l'après-midi où les pilotes sont placés derrière 4 grilles de 25 en fonction de leur classement du matin. La tension monte et les regards se durcissent. Yeah, it was going quite well. I just basically wanted to be in the first 5 position so that I got a good start on here. But finishing second to Cyril was good. Si on part en tête, bon, on est devant, bon, on perd pas le rythme, on reste avec les premiers. Si on est derrière, c'est de suite, on prend 2, 3 minutes, 4 minutes, après c'est fini. C'est primordial au départ pour franchir les premières difficultés le premier, de façon à ce que ce soit pas trop raviné et pouvoir passer sans trop de difficultés. 15h, c'est parti et c'est Eric Bernard qui signe un all shot royal, normal, pour un ex-crosseur. Le premier accrochage est à mettre à l'actif des officiels HVA Frétigny et Bouffiou qui s'empilent avec Peter Jansson et Anders Eriksson. Mais dès le bas de la spéciale, c'est l'enfer. Certains pilotes ont coupé les banderoles après le départ des leaders et les 4 grilles, pourtant logiquement distancées d'1 minute chacune, se retrouvent ensemble à l'attaque de la première difficulté. Le résultat est hallucinant et transforme le petit cours d'eau du Mazet en véritable tranchée de Verdun. La folie est à son comble et c'est presque par hasard qu'on distingue Goulet, Charbonnel et Esquirol dans les tout premiers. Après, c'est l'horreur. Les pilotes, tels des enragés, se jettent la tête la première dans la boue. C'est sauvage, violent, presque frénétique. Pris et repeints par la masse, certains top inter ne s'en remettront pas et préféreront abdiquer avant d'avoir combattu. Paul Edmondson, transformé en statue de boue, ne sortira pas indemne lui non plus.
Sorti du moulard de Quenouille, Stefan Peter Hansel mène la danse avec Esquirol et Charbonnel dans sa roue. Edmondson est annoncé derrière, mais les autres étrangers, notamment les Suédois, ont payé le prix fort dans les premiers kilomètres. Johnson, Carlson, Eriksson et Jönsson ne passent plus. Et c'est finalement Frédéric Delettre, Paul Edmondson et David Frétinier qui prennent la chasse à leur compte derrière la triplette française. Ça a été l'anarchie totale. Les autres vagues, je sais pas les écarts qu'il y a entre les vagues, mais 2 minutes. Voilà, ben, les derniers se sont retrouvés avec Peter, avec Escarelli, il y avait les premières motos, une anarchie totale. Et moi j'ai eu pas de bol au milieu. Là dans l'histoire j'ai donc claqué la bougie. Claqué la bougie, réparé, mais bon ça a pris un petit moment là des spectateurs. Et puis j'entendais dans le bois en dessous toutes les motos, je suis même pas allé parce que ça sert à rien quoi. I was crashing with one rider. He hit me in the side and I hit my head in something. So I was out for some minutes. It was too dirty and nobody following the line. So Comme toujours, le bois de Crozat est noir de monde. Imaginez un ébouli géant de près de 2 km de long, dans lequel on ne trouve ni repos, ni adhérence, ni motricité, seules des pierres, des milliers de pierres et d'enchevêtrements de rochers sur lesquels seule la mousse et le gel survivent. Le bois de Crozat a encore été fidèle à ses réputations, et cette année, ils ne seront pas 40 à le voir, 1 heure à peine après le départ. Fidèle à son plan de marche, Esquirol est en tête lorsqu'il rentre dans le bois de Crozat. L'année dernière, il était déjà à la poursuite de Johnson au même endroit, mais aujourd'hui, c'est lui qui impose son rythme. Derrière, on retrouve un Peter qui semble déjà assez marqué physiquement par cette première heure de moto. Mais il est là. Puis viennent Charbonnel, Edmondson, Frétinier et Nicoli, qui étaient pourtant restés bloqués sur la grille à cause d'une bougie claquée et qui est parti 8 minutes derrière tout le monde. Mais il en faut beaucoup plus pour décourager le champion du monde italien qui va nous prouver qu'il fait partie des hommes forts de la planète enduro. C'est bien, c'est bien là. C'est bien. Ouais, papa, 4 sur 4.
Oh, mets-moi de l'eau. De l'eau. Donne-moi de l'eau. Non, de l'eau dans le radiateur. Donne-moi à boire. Ça va? Mets de l'eau dans le radiateur. Ouais, ça va. T'es bien. Des gants. T'es bien. Des gants. Merde. Tu veux que je les mette? De pas grave. Hein. Tout le monde le chante. On s'en fout. C'est bon. C'est bon. Quel de mots, juste tout va bien pour l'instant? Tout va bien. Je sais pas si il a bien envie, il est en train de se préparer. Charbonnel est concentré, très concentré. Alors que Peter Hansel, lui, répare son carter cassé dans le bois de Crozat. Ils sont à 5 minutes à peine d'Esquirol. Ça promet. Vous avez fait le truc là. C'est rien, c'est parce que ça fait du temps, ça fait la lumière. Va bene quelli. Si ma mère me voyait, peut-être qu'elle me verra. Au milieu du deuxième ravitaillement, on retrouve Cyril Esquirol avec un peu plus de 5 minutes d'avance, mais Peter Hansel est désormais taquiné à distance par Iceman Charbonnel. On sent le Lozérien très en forme et assurément mieux préparé physiquement que l'officiel Yamaha qui a passé son mois de février sur les plateaux de télé suite à sa victoire au Dakar. En haut de cette montée assez chère dans les sapins, les deux hommes sont quasiment déjà roue dans roue. La Bachellerie, deuxième ravitaillement. Alain Olivier explique à Esquirol la trajectoire idéale de la montée qui s'annonce. Et après, l'autre, tu mets tout que ça. Et il y a le mec en ciré, logiquement, tu peux se planquer par là-bas. Il y a le mec qui tu veux changer les gants? Allez, tu retournes en arrière. Il a essayé celle de gauche, il a raté. Donc il est redescendu là. Va direct en face. Les mecs ils vont t'aider là. Ils vont t'aider. Donc tu te laisses faire. Tu montes là, entre l'arbre là où il y a Alain. Tu vas direct en face et après ils vont te monter là. Lorsque Charbonnel arrive à la Bachellerie, il n'a pas encore rattrapé Peter, mais il le voit et l'entend galérer dans la montée qui ouvre ce troisième ravitaillement. Calmement, il refait les pleins et s'avance vers la difficulté. Nicoli est revenu dans les 5 lorsqu'il termine son deuxième ravitaillement. Secondé et suivi quasiment mètre par Fabrizio Azzalin, son team manager, le bergamasque grimace, mais serre les dents. Il sait, pour avoir terminé la seconde édition de la GLC, que le plus dur reste à venir, lorsque la nuit aura pris possession de l'enfer vert du Limousin. Avant ça, il faut avancer, quoi qu'il arrive, le plus vite possible. À la radio, on apprend qu'ils ne sont que 35 à être passés au deuxième ravitaillement.
On apprend aussi que la pluie devrait refaire son apparition avant la fin de l'épreuve. Les premiers, eux, viennent d'attaquer le ravitaillement 3, le gros morceau de cette 4e GLC qui va les emmener à Faux-la-Montagne. Une succession constante de difficultés, un véritable chemin de croix si le moral vous lâche. 30 km de parcours, pas moins de 26 grimpettes, quelques pierriers et 2 ou 3 moulards pour compliquer l'affaire. Un must comme on dit. On retrouve Esquirol dans une copie conforme de la côte du Corbeau-Mort. L'éclairage est déjà monté, la nuit commence à tomber. Il leur reste quand même au bas mot encore 3 heures de moto avant de voir la fameuse grimpette des finishers. Stéphane Peter Hansel a du mal à s'en sortir. Il puise dans ses réserves, mais il est déjà à bout. Laurent Charbonnel est littéralement survolté lorsqu'il attaque la même difficulté. Esquirol et Peter se sont fait tirer quasiment du début à la fin, lui va grimper seul, avec sa hargne, sa rage et sa volonté. Un grand moment accueilli par un tonnerre d'applaudissements. En le voyant si facile et si déterminé, on se dit alors que rien n'est encore fait, que ce gars-là peut aller les rechercher. La nuit est tombée sur le Limousin et tout devient plus dur encore, plus noir. Les muscles se raidissent, les ultimes forces disparaissent, le moindre raidillon se transforme en montée impossible, tout paraît insurmontable et quasi inhumain. À ce stade de la course, c'est le mental qui prend le relais et qui vous fait avancer ou tout abandonner. On se raccroche à tout et n'importe quoi, on essaie surtout de ne pas tomber dans la facilité en écoutant cette petite voix qui vous trouve toutes les excuses du monde pour ne pas aller plus loin. De l'eau. Allez, bon courage.
David Frétinier n'a pas l'air très marqué par l'exercice. Il profite d'un contrôle de passage pour refaire le plein d'eau de sa moto qui chauffe. La course la plus dure du monde l'est aussi pour le matériel. Ça va? C'est bon. Deux 35. Stéphane, comment ça se passe? Il est là. Cyril est passé il y a quand même pas mal de temps, tu penses que tu peux revenir là? Bon. Eh, c'est bon, j'y vais là, s'il y a le plein. Hein. J'y faut, bébé, pour les pas. Oui. Bon. Ouais, c'est bon. Allez, pardon. Stop. Malgré la souffrance, malgré les difficultés et le dépassement de soi, tous ceux qui l'ont vécu vous le confirmeront. La nuit, qui peut être effrayante, est surtout magique et souvent sublime à la Gilles Lallet classique. Après le 4e ravitaillement, ils ne sont plus que 4 à lutter pour finir. Esquirol, Charbonnel, Peter Hansel, Nicoli, au milieu de milliers de fans qui vont braver les intempéries jusqu'au bout pour seconder et porter leur héros sur l'autel du Corbeau Mort. Ils les attendront souvent pendant des heures, mais à chaque fois, ils seront bouleversés et transportés par ces surhommes de l'extrême. Plus loin, plus haut, plus grand, plus fort, cette course est assurément pas comme les autres et ses finishers sont de véritables symboles, des monstres sacrés. Dans un des derniers points spectateurs avant l'arrivée, Laurent Charbonnel accuse un retard de presque 30 minutes sur Esquirol. Pour la seconde année consécutive, Cyril Esquirol arrive en tête en bas du Corbeau Mort, mais cette fois, il ne pourra pas monter seul. Cela fait plus de 7h30 qu'il est reparti de Peyralchâteau, 7 heures qu'il imprime son rythme à une course mythique qui le lui rend bien. Et il est fêté, Esquirol, comme un dieu, comme une star. On le tire, on le touche, on le pousse, on le porte centimètre par centimètre jusqu'à cette ligne d'arrivée. On en profite autant que lui, on communie dans cette ultime difficulté infranchissable qui fait durer le plaisir. C'est toujours magique, c'est l'arrivée de la Gilles Lallet classique. En remportant sa seconde GLC avec sa 250 CR, Cyril Esquirol met ainsi un terme à 3 ans de suprématie Husqvarna. Il offre ainsi à Honda une victoire pleine de symboles et prometteuse pour la saison à venir.
30 minutes après la Honda, c'est la Kawasaki de Laurent Charbonnel qui se présente dans un corbeau mort complètement détrempé. Fidèle à sa réputation, l'officiel Kawa ne relâchera son effort qu'une fois la ligne passée. Cette année, c'était vraiment du super Charbonnel. Il faudra à coup sûr compter avec lui pour la victoire l'année prochaine. Une fois encore, Stefan Peter Hansel est scotché dans une difficulté. Une fois encore, il va s'en sortir à force de volonté et avec l'aide du public. Ce corbeau mort, il avait dit haut et fort qu'il ferait tout pour le voir. Peter a tenu parole. 7e en 92, 5e dans la neige en 93, bloqué l'année dernière par une panne d'essence en pleine pampa, il termine 3 cette année, à 45 minutes de Cyril Esquirol. Une performance fabuleuse de la part de l'officiel Yamaha qui n'affectionne généralement pas ce type de conditions. Mais quand il faut se transcender, Peter Hansel est toujours présent et c'est sous une véritable ovation qu'il va franchir cette ultime grimpette de la 4e édition de la Gilles Lallet Classique. Merci Monsieur Peter. Encore une fois difficile à cause des conditions météo, à cause de la difficulté du parcours qui a été un petit peu accentuée je crois. Et bon, ça a fait une épreuve encore difficile et je pense une des plus dures des 4 années. Techniquement et physiquement, celle-là est plus belle que l'autre, que celle de l'année dernière. Mais la joie est un peu moins importante parce que la première fois c'est la première fois et la deuxième fois c'est la deuxième fois. Content, oui. Bon, je voulais le gagner, mais déjà deuxième, j'avais jamais eu cette place, alors je suis content. Déjà d'arriver, c'est très bien. Les 200 derniers mètres du corbeau mort, en fait, c'est la folie. C'est impossible. J'ai dû faire, je sais pas moi, 20% de la côte ou 10% de la côte par mes propres moyens et le reste, c'est le public qui m'a tiré jusqu'en haut. Sans eux, je serais jamais arrivé en fait. Le 4e et dernier finisher de l'édition 95 arrive à minuit pile sous une pluie battante. Fabrizio Azzalin, son team manager, nous avait assuré que Nicoli était un dur, un coriace, et il avait raison. L'officiel HVA Italie sauve l'honneur européen et récidive en haut du corbeau mort qu'il avait déjà vaincu en 93. Une chose est sûre, Arnaldo Nicoli est un grand de l'enduro mondial. Une pointure capable de s'imposer quelles que soient les conditions de course. Sì, è molto difficile oggi, perché ogni salita, piccola salita, c'erano dei problemi e poi alla fine non c'era più neanche nessuno che mi dava una mano.